À l'automne, lorsque les animaux à fourrure prennent leurs plus beaux poils, les trappeurs s'élancent sur les chemins qui mènent à la forêt. À pied, en canot, équipé de traîneaux et de raquettes pour se déplacer dans la forêt enneigée, le trappeur arrive chez lui. Si vous l'écoutez, bien qu'il parle peu, le trappeur vous racontera qu'il part à la conquête du territoire comme un découvreur. Laissant famille et amis derrière lui, c'est une quête de liberté qui le pousse à s'enfoncer un peu plus loin chaque jour dans les bois de l'Amérique du Nord. Le trappeur est celui qui est passé maître dans l'art de capturer un animal grâce à la ruse et à son savoir-faire. Un trappeur, c'est un être humain pour qui la forêt est un habitat, un milieu de vie. Il s'y sent chez lui, c'est son monde de ressources. Son métier est de récolter dans les bois les animaux à fourrure sans les abîmer. Les peaux conserveront ainsi une plus grande valeur. La traite des fourrures a été la première économie de la Nouvelle-France. Quelques centaines d'années plus tard, le métier est en voie d'extinction. L'homme des bois au cœur de ce récit se nomme Michel Belland. Ce n'est pas à l'école du Bouduran qu'il a appris à connaître et comprendre la forêt. Mais moi, de ce que j'ai connu dans ma jeunesse, c'est que les gens qui trappaient, c'était les Indiens qui assuraient la survie de la famille. On ne dit pas survie, on dit qu'ils assuraient la vie de la famille, puis assuraient la nourriture pour la famille. Puis aussi, en retour, il y avait des fourrures qui servaient là, à s'acheter des chevaux, des bateaux, des moteurs, des motoneiges. Fait que c'est ça pour moi qui était l'évolution des trappeurs. Savoir vivre avec la faune et la flore en toute solitude, c'est une question d'adaptation. Mais il faut aussi apprendre à développer l'âme du trappeur. Il faut être suffisamment sage et en paix avec soi-même pour réussir à passer des semaines seul en forêt, sans contact avec d'autres humains. Son travail en forêt à proximité des Autochtones du Québec l'a préparé à devenir homme des bois. Être trappeur, c'est aussi, au vrai sens du mot, c'est un mode de vie ancestral qui nous a été transmis puis qui fait partie de ta vie. Tu t'improvises pas en te levant le matin, trappeur. C'est comme un peu comme un musicien. Tu viens pas au monde musicien, tu viens pas au monde avec un violon et une guitare dans les mains. Il faut que tu apprennes à contrôler tous les éléments qui sont autour de ça. Mais c'est souvent l'éducation qu'on a qui nous amène vers cette direction-là, à devenir trappeur. Souvent notre famille ou notre environnement ou notre milieu de vie qui a fait de nous un trappeur.
On ne va pas trapper en forêt pour se faire des amis. Avec le temps, Michel Belland a bien compris que la solitude fait partie du caractère du trappeur. Il est invisible, taciturne, presque muet, et bien plus tourné vers l'écoute de la forêt que celle des hommes. Au fil des années, attiré par la nature sauvage, l'homme des bois en vient à développer un besoin viscéral de liberté, sans contrôle. Moi, j'ai souvent rencontré des vieux trappeurs sur les lignes de trappe, puis ils me regardaient seulement pas passer. Je pense qu'ils me regardaient de loin, mais quand je arrivais près d'eux, ils me regardaient. Puis c'est des gens qui étaient... C'était assez particulier, puis c'était presque tout comme ça. On aurait dit souvent, les gens, étant donné qu'ils ont été longtemps sans rencontrer des gens, sans parler aux gens, ils vont être portés à... Mais non, c'était le contraire. C'est des gens... En fin de compte, quand tu vis dans le bois, dans cette tranquillité-là, tu deviens, comme on disait nous, dans le temps, une bête de bois, toi aussi. Tu ne parles plus à personne, tu parles pas... Tu te désattaches, on dirait, là, des gens, carrément des gens. Michel Belland croit profondément que pour être un trappeur, il faut aimer le bois, s'y sentir bien. Aimer le bois, ça permet de connaître la forêt, de décrypter sa cartographie. La nature du gars de bois, c'est d'être capable de marcher des heures et aussi d'être capable de retrouver sa trace, un peu comme le font les animaux sauvages, sans instrumentation. C'est le soleil et tes cartes qui te guident. Quand on dit être des gars de bois, là, des hommes des bois, c'est aussi être capable de partir le matin, partir pour 2 jours, partir pour une semaine, puis être capable de revenir sans te fier sur de l'instrumentation. Il y a un flair, tu développes un flair, je me suis toujours demandé, puis pourquoi, à un moment donné, on apprend à suivre un peu le sentier des animaux. Puis à un moment donné, ça devient une deuxième nature. On suit ce sentier-là, qui devient notre sentier, puis 1 an, 2 ans, 3 ans après, je reprends le bois, par pur hasard, à un moment donné, je retombe encore dans le même sentier. Là, je me mets à me reconnaître. Puis je me reconnais, puis je peux marquer des heures de temps sans sortir de ce sentier-là, qui est resté un sentier naturel pour moi. En observant la topographie et avec le temps, je peux aller où je veux, nous dit notre aventurier. Les cours d'eau ne pourront jamais changer de place, et si la montagne est infranchissable, je vais suivre des routes naturelles. Les collines, les coulées, ce sont des corridors. Des corridors qui deviennent des routes naturelles pour les animaux, comme elles sont devenues naturelles pour les gars de bois. Quand on parle automne, on a différents abris, des abris qu'on pourrait appeler plus des abris temporaires, des abris d'automne qui ne sont pas nécessairement des abris ça peut être soit des tentes de prospecteurs, qu'on va dormir le soir. Puis aussi, on a pour les 2 premières semaines de trappe, on a carrément des abris de toile, carrément qui ne sont pas fermés plus que ça. On fait un feu en avant de notre campement. Puis ça va être pour la période du mois du mois d'octobre jusqu'au 15 de novembre. Puis après ça, à partir de cette période-là, on va changer de type de trappeur. On va trapper plus à ce moment-là, on va trapper les animaux à fourrure comme le renard, le lynx ou le loup. Puis ces animaux-là, ça va te demander de plus grands déplacements. En forêt, la marche est le meilleur moyen de transport. Dans certains cas,
Le canot est très utilisé pour la trappe au castor. L'organisation de la ligne de trappe comprend quelques éléments qui vont permettre de faciliter le travail du trappeur. Bon, la façon de se déplacer en forêt pour trapper, c'est qu'à l'automne, on a, ou en début de saison, c'est le canot. Après ça, durant la saison plus avancée, quand la glace commence à prendre, là, c'est sûr que c'est la marche à pied. C'est la fameuse ligne de trappe. Là, on délaisse le canot, puis là, on va partir à pied. Puis là, pour passer après ça, aux raquettes, aussitôt qu'on dépasse se pose de neige, il faut prendre des raquettes pour se faire des bons fonds de sentier, puis être capable aussi de transporter notre gibier, parce que faut savoir que ces gibiers-là, exemple comme les castors, on peut avoir facilement des castors de 40-50 livres, mais quand on est rendu, quand on a prélevé 5-6 castors dans notre journée, 5-6 fois 50 livres, ça devient assez lourd. Fait que on va avoir à se déplacer avec ces poids-là. Allez, ça. Allez, Et lorsque l'hiver vient accroître les difficultés pour circuler en forêt, le meilleur ami de l'homme peut faire toute la différence. Il peut même devenir un confident et celui qui va te sauver la vie. Le meilleur véhicule en forêt là, qui va démarrer à tous les matins sans problème, c'est bien Tidou, c'est bien notre chien. Puis cet animal-là, en plus de nous accompagner, va aussi être un peu aussi notre sécurité, un peu notre confident. On va parler un moment donné à cette bête-là comme si on parlerait à quelqu'un d'autre. Et mon Tidou, il est content, hein, mon Tidou? Hein, t'es un bon chien. Oui, t'es un bon chien, Tidou. Allez, viens, viens. Viens, Tidou, viens. Viens. Puis c'est je dirais aussi un très bon des ennuis. Je pense que dans une saison de trappe, ton meilleur ami, c'est ton chien. Puis on s'en sert, c'est sûr, pour travailler. Ce chien-là, toute la journée, va être capable normalement de traîner son pot. Moi, dans presque tous les chiens que j'ai eus, c'est des chiens de 35-40 livres, traînaient facilement leur pot. Il nous avertit, puis avec le temps, notre chien, il vient temps qu'on connaît notre animal nous connaît. Ah bon, une surprise, mon Tidou.
Une belle surprise, mon petit loup. On disait tout à l'heure, on parlait de sécurité, mais le chien a aussi une oreille et un odorat qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Ça peut être vraiment un gardien, un garde du corps qui est, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme, mais je peux aussi dire que le chien, c'est le meilleur accompagnateur qu'on peut pas avoir en forêt. Lui va souvent détecter un animal qui est autour juste par sa façon de regarder, d'arrêter, d'écouter. Moi, souvent, le chien m'a averti de quelque chose qui était autour de moi que j'aurais jamais été capable de détecter, puis qui me permet aussi souvent peut-être de me sauver quelques aventures. Allez, petit loup. Très loin en forêt, des campements secondaires ont été aménagés. Des caches qui gardent soigneusement le matériel de survie en cas de coup dur. Petits contenants de gruau, farine de sarrasin, des aliments secs. Confort minimum pour permettre de se refaire des forces et préparer le chemin du retour vers le camp de base. Mais ces camps-là nous servent à enlever les peaux de sur les animaux. On a souvent des équipements autour de cette cache-là qui vont nous permettre d'enlever les peaux de ces castors, de transporter seulement les peaux. Puis à ce moment-là, on va soit utiliser quand l'hiver est arrivé, cette viande-là, on va la faire geler dans les arbres pour les garder comme appât pour le piégage soit du loup ou du renard. Le trappeur exerce sa passion en ne laissant rien au hasard. Le territoire est planifié et dessine ce qu'on appelle une ligne de trappe qui forme une boucle pour être en mesure de couvrir le plus grand territoire possible. Lorsque Michel a commencé il y a 50 ans, le monde entier était ouvert aux trappeurs. Il n'y avait pas d'autres territoires établis que ceux qu'on appelait les territoires ancestraux des Indiens. Eux autres, ces territoires-là, ça avait été de famille en famille. Comme je disais tout à l'heure, c'était des sentiers naturels, des coulées naturelles qui permettaient de se déplacer à partir de l'automne jusqu'au printemps. Autrement dit, les autres montaient à ce moment-là dans une coulée, puis redescendaient par une autre coulée, de façon à ce que ce soit aussi des limites territoriales. Ce que Michel Bélan nomme le trappeur de dernière minute, celui qui néglige sa préparation, est souvent celui qui cherche le trouble et qui le trouve. La planification d'un territoire de trappe, c'est souvent à l'automne, au moment avant que la neige arrive, de se faire des dépôts, d'aller, selon les besoins, de préparer tout le stock qu'on servait à l'appontage, de transporter le matériel le plus lourd, comme les pièges, c'était tout de même en métal. Fait que on se devait de transporter ça, exemple, à l'automne, de planifier tout le matériel qui serait utilisé durant l'hiver, de le transporter à l'automne avant que la neige arrive.
Les bons trappeurs sont des passionnés qui travaillent à affiner le système de piégeage. L'objectif est d'éviter la cruauté envers les animaux. Les pièges se sont raffinés avec le temps. Les hommes ont amélioré les techniques de trappe afin d'éviter le plus possible des souffrances inutiles et empêcher que les animaux agonisent pendant de longues heures. Des pièges qu'il faut prendre grand soin de nettoyer et de débarrasser de toutes odeurs qui pourraient risquer d'éveiller des soupçons chez l'animal. La recette est simple. Une grande marmite avec de l'eau bouillante, quelques branches de sapin, un peu de cèdre pour masquer l'odeur des hommes et quelques sacs de thé pour assurer la coloration des pièges. Depuis des temps immémoriaux, les hommes et les animaux ont entretenu des relations de dominant à dominé. Pour se nourrir ou se vêtir, l'homme a dû développer des habiletés qui permettaient de capturer différentes espèces qui peuplent la forêt québécoise. En forêt, le plus grand prédateur, c'est l'homme. Celui qui ne respecte pas des règles élémentaires de trappe ne fera pas long feu sur son territoire. Être un bon trappeur, c'est un bon gestionnaire de la faune. C'est sûr que tu vas trapper juste une année. Si tu n'es pas un bon gestionnaire, ça va être la dernière année que tu vas trapper parce que tu vas détruire la colonie de castors. C'est sûr, c'est une famille, c'est une colonie, c'est une famille. Puis partout où tu vas passer, tu vas devoir de gérer la quantité d'animaux que tu vas prélever. Fait que c'est un petit peu ça. La vie d'un trappeur, puis à long terme, c'est la gestion de son territoire, la gestion de la faune. Elle va monter ici. Elle va aller chercher là-bas. Elle vient de se prendre par le cou en bas. Elle va tomber ici. Elle va rester pendue ici. Capturer un renard, un loup, une martre, un castor ou un autre animal à fourrure, c'est faire preuve d'une ruse exemplaire. L'observation et les techniques de trappe viennent avec le temps, des semaines, des mois passés en forêt. C'est ce regard porté sur les habitats qui va permettre de savoir où le passage des animaux se fait. C'est l'intelligence de l'homme qui lui a permis de gagner la lutte du plus rusé. Je vais t'avouer que, tu sais, passer une journée dans le bois, c'est une chose. Mais passer un mois en solitaire dans le bois, à regarder les sentiers des animaux, à évaluer le déplacement des animaux. Tu sais, il faut tout de même pas oublier qu'un homme, c'est intelligent. Là. Si tu as un peu d'expérience et que tu as un peu de connaissance, ça va être toi le loup de la place. Le plus grand loup, le plus grand prédateur de la place, ça va être le trappeur. Fait que ça, c'est aussi, avec les années, ça devient une, comment je dirais ça, cette connaissance-là, cette ruse-là devient ton arme. Le castor est un travailleur infatigable.
et peut même causer, dans certains cas, des ennuis importants en milieu forestier. Longtemps trappé pour sa fourrure, on contrôle aujourd'hui sa population pour éviter que des kilomètres de chemins forestiers soient rendus inutilisables en raison des inondations provoquées par la construction de barrages de castors. Et c'est sur ces constructions dignes des grands ingénieurs que le trappeur va exercer son art. Un piège comme celui-ci, qui développe plusieurs dizaines de livres de pression, placé à un endroit stratégique dans une brèche ouverte judicieusement, permettra de capturer des spécimens de plus de 25 kilos. Chasser le castor, c'est souvent chasser sur des passages, mais quand ça devient chasser le loup, là, à toutes les fois que je prends un grand loup, un chef de meute, là, je me dis, là, je viens de me prouver hors de tout doute que le vrai chef de meute dans cette région-ci, c'est moi. Ça, je pense que c'est aussi un défi, le défi de tous les grands trappeurs, c'est de prendre un grand loup gris. Quand tu prends un loup qui est de ta grandeur, tu dis, là, je viens d'embarquer en compétition contre un des plus grands, un des animaux les plus rusés de la forêt. Fait que c'est sûr que... En forêt, le trappeur doit avoir un souci constant des odeurs. Le loup saura reconnaître celle de l'homme. Le bon trappeur est rusé, c'est vrai. Il doit savoir à quel endroit poser son piège, mais surtout connaître la gamme des odeurs qui permettra d'attirer sa proie sans éveiller sa méfiance. C'est aussi en refaisant maintes et maintes fois des passages sur la ligne de trappe qu'il réussira à apprivoiser l'animal, l'habituer en quelque sorte aux senteurs humaines. J'ai fait à croire souvent au loup que j'étais un castor. À ce moment-là, je trappais des petits castors, puis je mettais autour de mes bottes la fourrure des petits castors, puis je prélevais de la graisse, puis aussi souvent que je pouvais graisser cette fourrure-là pour faire croire au loup qu'il y avait un castor qui s'était déplacé. J'ai commencé au tout début avec des pièges à pattes. Puis comme je disais tout à l'heure, en évoluant, j'ai appris à trapper avec des collets, mais des collets vraiment anti-retour, de façon à ce que quand les loups se prenaient là-dedans, instantanément, il était étouffé, puis il ne souffrait pas, en fin de compte, de l'étranglement. Plus les animaux sont près je dirais des villes ou des villages, moins les animaux deviennent méfiants. C'est qu'ils ont à rencontrer toutes sortes de senteurs humaines qu'à un moment donné, ils n'apprendront plus à différencier. Mais dans des places éloignées, que je pourrais dire, là, les animaux sont beaucoup plus rusés. Ça veut dire que le loup et le renard, là, la senteur humaine, ils vont la détecter beaucoup plus facilement. Fait que là, votre devoir d'utiliser de faire bien attention, même avec tes mains, de ne pas toucher à des branches quand tu t'en vas dans les sentiers, parce que c'est sûr que si tu touches une branche avec ta main, le loup et le renard, en tout cas, c'est incroyable. Moi, des fois, je le remarquais, je le faisais exprès pour toucher à des arbres, puis à un moment donné, le lendemain, dans mon sentier qui avait suivi, supposément, la trace du castor, bien, à un moment donné, je voyais le loup contourner l'arbre que j'avais touché avec mes mains. Fait que, je pourrais vous avouer qu'un loup, c'est un odorat, ça, qui est incroyable. Là. On se doit de porter des gants. De jamais toucher à main nue les équipements quand on parle du renard puis du loup.
c'est les animaux, pour moi, qui ont été qui sont les plus rusés, les plus difficiles à prendre. L'homme est le grand prédateur du loup, mais le loup nous a à l'œil tout le temps. Les loups nous suivent, les loups nous suivent. C'est sûr qu'en période, aussitôt qu'on avance dans l'hiver, la nourriture devient plus rare. Puis souvent, on va laisser des carcasses en train des animaux. Les loups apprennent à suivre le trappeur parce qu'ils savent aussi, ils ont l'instinct des animaux sauvages. Ils savent aussi que, par habitude, qu'on laisse des choses en train, mais on suit les animaux, mais il y a aussi d'autres animaux qui nous suivent. Le trappeur doit savoir concocter des appâts avec des déchets de poisson et des carcasses de viande faisandée. Des recettes gagnantes pour attirer à tout coup la bête attrapée. Chacun tente de préserver ses petits secrets. Mais Michel Béland avoue qu'à la fin, il n'y a pas de grand mystère. Pas de potion miracle. Des appâts frais et naturels sont les meilleurs gages de réussite. Des animaux qui, ça va fonctionner par apportage. Des martres, on prend ça avec du castor en début de saison. Après ça, on prend ça avec du poisson, aussi simplement qu'avec de la sardine. C'est toute la même recette d'organiser ces appâts-là pour qu'ils soient des huiles de poisson. Puis cette recette-là s'applique à la martre, ça s'applique au pécan, ça s'applique au vison. C'est des animaux qui vont aller vers les pièges par leur odorat. Il faut dire que ça ne prend pas des tonnes d'appâts pour trapper. Là. Si on parle de martre, si on parle de pécan, si on parle... ça prend des petits appâts. Puis quand on arrive pour trapper les loups, ça prend du castor. Fait que la chaîne de trappe est bâtie pour être capable de ramasser nos appâts à même les animaux qu'on va prendre. Ça veut dire qu'au début de la saison, on va commencer toujours par trapper le castor. Le castor va nous servir d'appât, après ça, pour aller trapper la martre. Puis en fin d'exercice, c'est qu'on va tout utiliser. On va utiliser toutes nos carcasses de pécan puis de loutre. On va se servir de ça pour apporter pour le loup.
À la façon des Amérindiens, trapper, ce n'est pas penser comme un homme. Il faut se mettre dans la peau de l'animal convoité, refaire son parcours. Raisonner comme le loup, le renard et la loutre. La loutre, c'est un animal qui est différent. La loutre, ça va pas, ou en tout cas, je ne courrai pas tellement là, de l'expérience que j'ai. On prend ça dans les passages, de lac en lac, dans les ruisseaux. Il y a vraiment des chemins dans le bois qui sont des passages naturels des loutres. Puis là, il faut étendre dans ces passages-là. Ou en avant des vieilles cabanes de castors. Quand on trappe un peu plus tard en saison, les vieilles cabanes qui ont été abandonnées deviennent les habitats de la loutre. Quand tu prends le bois, tu deviens une autre personne. Quand tu vis seul pendant des semaines sur des territoires éloignés, ta façon de vivre est complètement différente. La sécurité devient prioritaire lorsqu'on manipule un couteau ou qu'on traverse un cours d'eau. Les pièges sont tellement puissants de nos jours que mal utilisés, ils peuvent vous casser le bras. La façon de voir les choses est différente. La notion de danger en groupe et en solitaire n'est pas la même. Il n'y a pas personne qui va t'avertir le matin, bon, fais attention ici, fais attention à ça. C'est toi-même qui vas avoir à décider. Puis la moindre blessure dans le bois, souvent, il m'est arrivé, moi, personnellement, de me verser un pied à 7-8 km dans le bois. Bien, il faut que tu reviennes. Si tu as encore 7-8 km à parcourir, puis tu as une entorse sur un pied, il va t'avouer que tu peux trouver le temps long, tu peux trouver la route longue. Comme trappeur, tu ne vas pas, avant de partir, suivre un cours d'infirmier. Tu t'en vas trapper, puis tu as à te débrouiller avec tes connaissances. Je te dirais, un couteau que tu prends dans tes mains en solitaire, c'est plus le même couteau. Tu vas travailler avec ton couteau d'une façon bien différente. On dit toujours que le trappeur, quand il est chez lui, il va travailler vers lui avec le couteau. Puis quand il tombe en plein bois, il travaille sens contraire de son couteau. Ça, c'est comme t'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'en est vraiment le cas. Tu deviens extrêmement prudent. Parce que un accident à 100 km en forêt, ça peut être fatal. Le trappeur, c'est un aventurier qui ne prend pas de risques inutiles. Déjà, d'être seul à des kilomètres de la civilisation comporte son lot de dangers. Et ce sont de tout petits détails qui vont faire la différence. Autant ton briquet ou tes allumettes vont être ta survie en forêt. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on se doit de planifier puis d'avoir en permanence, nous autres, là,
En fin de compte, comme on dit souvent, c'est pour se sauver la vie. Avec le feu dans le bois, c'est la moitié de ta vie. C'est ta nourriture à tous les jours, c'est la chaleur le soir pour dormir, c'est pourtant simple, le feu. Mais comme on dit souvent, c'est ton confort, c'est ta sécurité. Pour refaire ses forces, l'homme des bois mange ce qu'il trouve en forêt. Et les protéines, il les tire de la viande et du poisson. Une perdrix peut très bien faire un repas de roi pour le dîner, ou encore un cuisseau de castor. Bref, ce n'est pas la variété qui fait défaut. La vie d'un trappeur, c'est aussi ça, le plaisir de bien manger, le plaisir moi, j'ai souvent fait des repas en forêt là, que je me disais souvent, puis je le répète, je pense que juste moi et les grands rois qui ont pu se permettre des qualités de repas comme ça, parce que souvent aussi, on a de la viande fraîche, on a de la viande qui n'a pas traîné sur les tablettes, on a de la viande qui est sans médicaments, comme on peut dire. Fait que quand la viande est bien préparée, qui est bien traitée, c'est sûr qu'il faut savoir aussi bien apprêter notre gibier. Moi, je n'ai jamais non plus forcé à faire faisander du gibier. J'ai toujours mangé du gibier frais. Le castor qui était pris le même jour, que la viande était entreposée le même jour. À l'exception de l'orignal ou du chevreuil que tu peux faire... en fin de compte, refroidir la viande, mais dans les petits gibiers, là, ils peuvent être consommés sans être gelés. Le commerce des fourrures a permis à des centaines de Canadiens français de développer l'économie de la Nouvelle-France. Les coureurs des bois, responsables de la traite des fourrures, exigeaient des produits de qualité. Les trappeurs avaient l'obligation de livrer des peaux dans un état impeccable. Apprêter des fourrures, c'est une question de temps et de patience. Comme un menuisier qui veut faire des meubles solides, le trappeur doit avoir de bons outils. Et ça commence par des couteaux aiguisés tels une lame de rasoir. Un travail minutieux qui s'exécute au retour du parcours de trappe. Oui, c'est sûr que la façon de préparer les peaux, pour bien conserver les peaux, qui soient bien dégraissées, mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience du métier. C'est des années, souvent, on voit les vieux trappeurs qui avaient toute la minutie, la patience de bien apprêter leur peau, mais ça se voit tout de suite là, quand tu vois une peau, de la façon qu'elle a été traitée, tu vois un peu l'expérience du trappeur. Mais par contre, il faut dire que
l'apprêtage des fourrures, c'est tout le temps une question de temps. Il faut prendre le temps. On ne peut pas se permettre de faire ça à la course. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est que dans la période, on peut dire dans la période haute de la trappe, c'est que tous les animaux qui sont prélevés, on peut les laisser geler, puis là, vraiment, ils peuvent se conserver. Puis à ce moment-là, à mesure quand on avance dans la saison, la plus grosse période d'occupation, c'est la période du castor. Fait que quand on arrive vers la hauteur des neiges, on dit vers les fêtes, là, on prend un peu de bon temps, parce que là, il y a beaucoup de marches en raquette, la neige a monté. Fait que là, on va faire dégeler tous les jours, on va faire dégeler des animaux à l'intérieur du camp. Puis là, on les fait dégeler pour le lendemain. La nature dans laquelle on évolue, c'est un peu pour notre homme des bois pénétrer dans un sanctuaire. Il est de bonne aloi d'aborder la période de la trappe comme un pèlerinage, une expérience presque mystique. Quand l'hiver arrive, là, pour moi, c'est vraiment un appel. Un appel, je retombe dans mes éléments. C'était à vous avouer, quand on sort de la forêt, puis qu'on rentre dans notre période de trappage, c'est quasiment une thérapie. C'est comme un besoin. Je ne sais pas comment expliquer exactement, mais c'est ceux qui ont connu la vie de trappeur, là, puis qui ont été, en fin de compte, bien organisés, c'est comme une... ma mère disait que c'était une maladie, mais moi, je disais plus que c'est je sais pas, quelque chose qui m'attirait beaucoup, qui me plaisait beaucoup, parce que c'était pas seulement que prélever des animaux, c'était aussi, personnellement, c'est le mode de vie, un mode de vie que j'aimais beaucoup. C'est sûr que l'humain a à partager plein de choses, de faire la parole, mais veut pas, là, pendant un mois de temps, tu es seul en forêt. C'est... bon, je pense que c'est ton esprit qui travaille. Il faut aimer ça. C'est une vie de solitaire. Quand le soir, dans ton campement, la chose qui mène le plus de bruit,
c'est à lampe à l'huile, je vais vous avouer que c'est pas tellement bruyant. Puis aussi qu'au bout d'un certain temps, je vais vous avouer qu'on parle, on se parle tout seul, puis des fois, je me pose la question, sais-tu que je suis dérangé ou... mais on devient dans un autre monde. Michel Belland a la conviction à chacune de ses sorties en forêt qu'il trouvera la surprise, l'étonnement au pied d'un vallon ou près d'un ruisseau. Les grandes coupes forestières des dernières décennies ont passablement modifié la forêt québécoise. Les habitats fauniques ont beaucoup diminué, affirme Michel Belland. Les cheptels sont en baisse et les trappeurs de plus en plus rares. On pourrait même parler de folklore pour décrire cette pratique. C'est sûr qu'il faut être logique avec nous-mêmes, c'est que il n'y a plus de gens ou très peu de gens qui trappent pour leur subsistance, qui trappent pour vivre. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose dans quelques années qui va être passé à l'oubli, qui va faire partie comme avant. C'est que la nature va se gérer par elle-même. Puis les animaux, en fin de compte, se sont toujours gérés avant l'arrivée des hommes, se sont toujours gérés naturellement. Ils vont continuer à se gérer aussi de cette façon-là. Mais cette race-là, la race de trappeurs, va sûrement s'éteindre puis, à notre génération, pas à la génération de nos enfants, parce qu'actuellement, on pourrait dire qu'il y a probablement 98% des trappeurs au Québec qui le font comme un sport, comme un passe-temps, qui le font plus comme la vie comme la vie du passé. À bout de souffle, après de longues heures de marche, il arrive enfin sur le site de trappe d'un des plus grands prédateurs d'Amérique du Nord. La scène avait été soigneusement aménagée pour que le loup ne se doute pas de ce qui se tramait. Charmé par l'odeur des carcasses ensevelies, le loup vient y chercher de quoi se repaître. Cette fois-là,
l'homme a été le plus rusé. Les traces le montrent. Le loup est resté là longtemps avant d'être déjoué par un collet subtilement déployé près d'un passage obligé. À la fin, le trappeur reprend la route qui le ramène à la civilisation. Il est conscient et plus convaincu que jamais de la beauté de la nature et de sa grande fragilité. Tout est une question d'équilibre. La chaîne sera solide pourvu que l'homme puisse savoir respecter les règles qui régissent la forêt. C'est là le plus bel héritage que l'on fera à nos enfants.